La situation au Nigeria bascule progressivement d'un climat de tension latente à une expression visible et massive de la colère populaire. Dès les premières heures, des images commencent à circuler montrant des groupes de jeunes rassemblés dans plusieurs zones urbaines, sans structure apparente mais avec une détermination claire. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement le nombre mais l'énergie qui se dégage, une énergie brute, alimentée par un sentiment d'injustice accumulé depuis des semaines voire des mois. Les rues qui étaient encore calmes deviennent des points de convergence, les passants s'arrêtent, observent puis rejoignent parfois les groupes déjà formés, créant un effet boule de neige. Les voix s'élèvent progressivement, d'abord isolées puis synchronisées, formant des slogans répétés avec intensité. Ce ne sont pas des mots improvisés mais des messages qui traduisent une frustration collective. Les visages sont fermés, concentrés, certains filment, d'autres interpellent, et au milieu de cette agitation une chose devient claire, la peur recule face à la colère, les premiers gestes symboliques apparaissent, des affiches sont pointées du doigt, des discussions s'enflamment autour de ce qu'elles représentent, l'atmosphère devient électrique, chaque mouvement attire davantage l'attention, les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur immédiat, chaque vidéo publiée attire des milliers de vues en quelques minutes, ce qui encourage d'autres groupes à sortir à leur tour. La mobilisation n'est pas centralisée mais elle est connectée, chaque quartier semble réagir à ce qu'il voit ailleurs, créant une dynamique simultanée difficile à contenir. Les forces de l'ordre commencent à apparaître en périphérie, observant la situation sans intervention directe dans un premier temps. Ce positionnement montre une prudence mais aussi une incertitude face à l'ampleur du mouvement. Les jeunes continuent d'occuper l'espace public, marchant, criant, filmant, partageant, transformant les rues en scènes d'expression collective. Certains montent sur des structures pour se faire entendre, d'autres tentent d'organiser les flux de personnes, même si aucune direction claire n'est visible. Ce qui domine, c'est l'impression d'un ras-le-bol généralisé qui trouve enfin une voie d'expression. Les regards échangés entre manifestants montrent une forme de reconnaissance mutuelle, comme si chacun comprenait instinctivement les raisons de l'autre sans avoir besoin de les formuler longuement. Les discussions qui émergent dans la foule évoquent des difficultés économiques, des frustrations politiques, des attentes non satisfaites. Mais aucun discours unique ne résume la situation, c'est un ensemble de mécontentements qui convergent au même moment, ce qui rend le mouvement à la fois puissant et imprévisible. En parallèle, certains habitants observent depuis leur balcon ou derrière leur commerce, partagés entre inquiétude et compréhension. Car la situation dépasse désormais le cadre d'une simple manifestation, elle devient un signal fort adressé aux autorités, un message collectif qui ne peut plus être ignoré. Au fil des heures, la densité de la foule augmente, les rues principales deviennent des points de rassemblement majeurs, les sons se mélangent, klaxons, cris, chants, créant une ambiance sonore intense qui reflète la tension du moment. Les téléphones sont omniprésents, chaque instant est capturé, diffusé, commenté, ce qui accélère encore la propagation du mouvement. Des personnes qui n'étaient pas initialement impliquées commencent à s'identifier à ce qu'elles voient, renforçant ainsi la mobilisation. Les premiers signes de fatigue apparaissent chez certains mais ils sont compensés par l'arrivée de nouveaux participants. Maintenant la dynamique, les autorités restent en observation, conscientes que toute intervention pourrait aggraver la situation, ce qui crée un équilibre fragile entre présence sécuritaire et expression populaire. La scène continue d'évoluer en temps réel, sans direction centrale mais avec une intensité constante. Et à ce stade précis, une chose est certaine, la rue a pris la parole au Nigeria, et cette parole est portée par une génération déterminée à se faire entendre, quel qu'en soit le prix. Molesting and insulting people in the name of Asiwaju Tinubu Jagaban. A monkey in disguise that has grown to become an ape, and soon as you become a gorilla, wants to come and rule a beautiful and well-created nation like Nigeria. Let me tell you something. Fear of words or fear of human, that's an abstract word. Reality is reality. Enough is enough where illiterates come and sit down at the end of affair of the Federal Republic of Nigeria. Enough is enough. Our children are at home. Our children are not in school. Because what? The Minister of Education is a cow. La situation au Nigeria franchit un nouveau seuil lorsque les manifestations prennent une dimension hautement symbolique. Ce ne sont plus seulement des rassemblements ou des cris de colère mais des actes visibles qui traduisent une rupture profonde entre une partie de la population et les institutions. Dans plusieurs quartiers et villes, des groupes de jeunes commencent à s'attaquer directement aux représentations du pouvoir, des affiches officielles sont arrachées des murs, des portraits du président sont retirés avec détermination, certains sont déchirés sur place, d'autres jetés au sol et piétinés sous les regards de la foule. Ces gestes ne sont pas anodins, ils expriment un rejet clair et assumé,
une volonté de rompre avec une image devenue insupportable pour ceux qui manifestent. Chaque action est filmée, capturée sous différents angles, puis immédiatement diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui amplifie considérablement l'impact de ces scènes, en quelques minutes seulement. Des milliers de personnes découvrent ces images, réagissent, commentent et partagent, créant une onde de choc numérique qui vient renforcer la mobilisation sur le terrain. Dans certaines zones, les manifestants scandent des slogans en même temps qu'ils retirent ces symboles, synchronisant leurs gestes avec leurs paroles, ce qui donne à ces actions une force encore plus marquante. La foule réagit à chaque geste, certains applaudissent, d'autres encouragent, créant une dynamique collective où chaque acte renforce le suivant. En parallèle, on observe que ces scènes ne sont pas isolées, elles se reproduisent dans plusieurs endroits, presque simultanément, ce qui montre que le mouvement n'est pas localisé mais bien étendu. Les images venant de différentes villes se ressemblent, créant un effet de répétition qui renforce la perception d'une crise nationale. Les autorités, de leur côté, commencent à réagir en renforçant leur présence. Des forces de sécurité sont déployées autour des bâtiments officiels et des lieux stratégiques, mais leur intervention reste mesurée dans un premier temps, car la situation est extrêmement sensible. Toute action trop brutale pourrait provoquer une escalade immédiate. Dans ce contexte, les manifestants continuent leurs actions, certains se déplacent d'un point à un autre, cherchant les lieux où ces symboles sont encore visibles pour les retirer, transformant la ville en un espace de confrontation symbolique. En observant les réactions du public, on constate une division. Une partie de la population soutient ces gestes en les considérant comme une forme légitime d'expression face à une frustration accumulée, tandis qu'une autre s'inquiète des conséquences, craignant que la situation ne dégénère en violence plus large. Sur les réseaux sociaux, les débats deviennent intenses, certains internautes saluent le courage des manifestants, d'autres appellent au calme et à la retenue, mais dans tous les cas, le sujet domine largement les discussions, preuve de son importance et de son impact. En parallèle, les médias commencent à relayer ces images, ce qui donne une dimension encore plus large à l'événement, car la situation n'est plus seulement observée au niveau local mais aussi à l'échelle internationale. Cette visibilité accrue met une pression supplémentaire sur les autorités, qui doivent désormais gérer à la fois la situation sur le terrain et son image à l'extérieur. Les heures passent et la tension ne retombe pas. Au contraire, elle semble s'installer durablement, les manifestants restent mobilisés, les actions continuent, et chaque nouvelle image diffusée alimente encore davantage la dynamique. Dans ce contexte, la scène prend une dimension historique, car elle marque un moment où une partie de la population décide de s'exprimer non seulement par des mots mais par des actes visibles et symboliques, montrant ainsi l'ampleur du mécontentement. Au final, cette phase du mouvement révèle une chose essentielle: lorsque les symboles du pouvoir deviennent la cible directe des manifestants, cela signifie que la crise a atteint un niveau où la contestation dépasse le simple désaccord pour devenir une remise en question profonde, et dans le cas du Nigeria, cette évolution montre que la situation est entrée dans une zone critique, où chaque geste, chaque réaction et chaque décision peut avoir des conséquences majeures sur la suite des événements. La situation au Nigeria entre dans une phase d'intensification où la mobilisation ne se limite plus à des actions ponctuelles mais devient un mouvement de plus en plus structuré dans son ampleur. Même sans organisation centrale visible, les rassemblements prennent de l'ampleur dans plusieurs grandes villes et s'étendent progressivement vers d'autres zones. Les jeunes continuent d'être au cœur de cette dynamique, leur présence est massive, constante et déterminée, ce qui donne au mouvement une énergie particulière. On observe que les groupes ne se contentent plus de se rassembler, ils commencent à occuper des espaces stratégiques, des carrefours importants, des avenues principales, des lieux symboliques de la vie publique, ce qui perturbe progressivement le fonctionnement normal des activités quotidiennes. Les commerces ralentissent, certains ferment par précaution, les transports sont impactés, créant une atmosphère générale d'incertitude. Dans les rues, les discussions deviennent plus organisées, des petits groupes se forment pour échanger, coordonner les déplacements, décider des prochaines actions. Même si rien n'est officiellement structuré, une forme d'intelligence collective émerge, permettant au mouvement de se maintenir et de s'adapter en temps réel. Les slogans évoluent également, devenant plus précis, plus directs, traduisant des revendications qui commencent à se clarifier. Ce qui montre que la mobilisation passe d'une expression émotionnelle à une forme plus construite de contestation. En parallèle, les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle central, chaque rassemblement est filmé, partagé, commenté, ce qui permet à ceux qui ne sont pas présents physiquement de suivre la situation et parfois de décider de rejoindre le mouvement. Cette connexion permanente entre le terrain et le numérique renforce considérablement la portée de la mobilisation, car elle supprime les barrières géographiques et accélère la diffusion de l'information. En observant les réactions des autorités, on constate un déploiement plus visible des forces de sécurité, des patrouilles sont mises en place, des points de contrôle apparaissent dans certaines zones. Mais malgré cette présence, la pression populaire reste forte, car le nombre de manifestants continue d'augmenter, ce qui rend toute tentative de dispersion plus complexe. La situation devient alors extrêmement fragile. Chaque interaction entre manifestants et forces de l'ordre est observée, filmée et
Immédiatement diffusée, ce qui augmente le risque d'escalade, car la moindre tension peut être amplifiée par sa diffusion en ligne. Dans ce contexte, certains appels au calme commencent à émerger, venant de figures publiques, de leaders communautaires ou même de certains manifestants eux-mêmes, conscients des risques liés à une aggravation de la situation, mais en parallèle d'autres voix encouragent la poursuite du mouvement, estimant que la pression doit être maintenue pour obtenir des réponses concrètes. Cette division dans les discours reflète la complexité de la situation, où différentes visions coexistent au sein même de la mobilisation. En observant l'évolution générale, on remarque que la fatigue commence à apparaître chez certains participants, mais elle est compensée par l'arrivée constante de nouveaux manifestants, ce qui maintient l'intensité globale. La nuit ne met pas fin à la mobilisation, dans certaines zones les rassemblements se prolongent, avec une vigilance accrue. Une tension toujours présente, les discussions deviennent plus profondes, certains évoquent les causes structurelles de la situation, d'autres se concentrent sur les revendications immédiates. Cette diversité de points de vue montre que le mouvement n'est pas monolithique mais composé de multiples motivations qui convergent vers une même expression de mécontentement. En parallèle, les observateurs extérieurs commencent à analyser la situation comme un moment charnière, un point de bascule où la contestation pourrait soit se transformer en dialogue, soit s'intensifier davantage, selon les décisions prises dans les heures ou les jours suivants. Dans ce contexte, chaque acteur joue un rôle déterminant, les manifestants par leur mobilisation, les autorités par leur réponse, et les médias par la manière dont ils relaient les événements. Au final, cette phase du mouvement montre que la situation au Nigeria a atteint un niveau où elle ne peut plus être ignorée ni traitée comme un événement isolée. Elle s'inscrit désormais dans une dynamique plus large, où la rue, le numérique et les institutions interagissent en temps réel, créant une tension permanente et une incertitude sur l'évolution à venir, confirmant que le pays traverse un moment critique où chaque décision, chaque action et chaque réaction peut influencer profondément la suite des événements. A atteint désormais un point critique où l'incertitude domine chaque aspect de la vie publique. Après plusieurs phases d'intensification, la mobilisation ne faiblit pas et semble même s'installer dans la durée, ce qui transforme une série d'événements en une crise nationale à part entière. Dans les rues, l'atmosphère reste tendue, lourde, imprévisible, les rassemblements continuent d'occuper des axes importants, ralentissant fortement les activités économiques et perturbant le quotidien de millions de personnes. Les commerces fonctionnent au ralenti, certains restent fermés, les transports sont désorganisés, et une partie de la population préfère rester chez elle par précaution, signe que la situation dépasse désormais le cadre d'une simple manifestation pour affecter l'ensemble de la société. En parallèle, les forces de sécurité sont beaucoup plus visibles, leur présence est renforcée dans les zones stratégiques, autour des institutions, des bâtiments publics et des points névralgiques, mais cette présence ne suffit pas à faire retomber la pression, car la mobilisation populaire reste forte et déterminée, chaque déplacement de foule est observé, chaque interaction est filmée, et chaque tension potentielle est immédiatement relayée sur les réseaux sociaux, ce qui crée un climat où tout peut basculer rapidement. Dans ce contexte, les autorités se retrouvent face à une situation complexe. Elles doivent à la fois maintenir l'ordre, éviter une escalade et répondre aux attentes d'une population de plus en plus exigeante, mais l'absence de réponse claire ou immédiate alimente encore davantage le mécontentement. Les manifestants attendent des décisions concrètes, des annonces, des signes d'apaisement, mais en attendant, la rue continue de s'exprimer, avec la même intensité, la même détermination. En observant l'évolution du mouvement, on constate que celui-ci commence à s'inscrire dans une forme de continuité. Ce n'est plus un moment ponctuel mais une dynamique qui s'étend dans le temps, avec des rassemblements qui se répètent, des groupes qui se reforment, et une mobilisation qui s'adapte aux conditions. Certains manifestants organisent des rotations, d'autres utilisent les réseaux sociaux pour informer en temps réel des points de rassemblement ou des déplacements des forces de l'ordre, ce qui montre une capacité d'adaptation et une volonté de maintenir la pression. En parallèle, des discussions plus larges émergent au sein de la population. Certains s'interrogent sur l'issue possible de cette crise, d'autres sur les conséquences à long terme pour le pays, car une situation prolongée de tension peut avoir des impacts économiques, sociaux et politiques importants. Cette prise de conscience renforce le sentiment d'urgence, car il ne s'agit plus seulement d'exprimer une colère mais de trouver une issue qui permette de stabiliser la situation. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les analyses se multiplient, chacun tente de comprendre, d'expliquer, d'anticiper, mais aucune certitude ne se dégage, ce qui renforce le climat d'incertitude. En parallèle, certains appels au dialogue commencent à apparaître, venant de différentes voix, mais leur impact reste limité tant que des actions concrètes ne sont pas visibles. La population attend des résultats, pas seulement des discours, et cette attente maintient la pression à un niveau élevé. Au fil des heures et des jours, la fatigue commence à se faire sentir, mais elle ne suffit pas à faire disparaître le mouvement, car elle est compensée par la détermination et par l'arrivée de nouveaux participants, ce qui maintient un équilibre instable, où la mobilisation persiste malgré les difficultés. Au final, cette phase représente un moment décisif pour le Nigeria, car elle marque un point où la situation ne peut plus évoluer sans conséquences majeures.
soit vers une désescalade et un retour progressif au calme à travers des réponses adaptées, soit vers une aggravation si les tensions continuent de s'accumuler sans solution. Dans ce contexte, chaque décision, chaque déclaration et chaque action devient cruciale, car elle peut influencer directement l'évolution du mouvement, confirmant que le pays se trouve à un moment charnière de son histoire récente, où l'issue dépendra de la capacité des différents acteurs à transformer une crise profonde en opportunité de dialogue et de changement. Le Nigeria entre dans une phase encore plus délicate où la pression ne se limite plus uniquement à la rue mais commence à peser lourdement sur les sphères politiques et institutionnelles. Après plusieurs jours de mobilisation intense, le centre de gravité de la crise se déplace progressivement vers les lieux de décision, car la population attend désormais des réponses concrètes, visibles et immédiates. Les autorités ne peuvent plus se contenter d'observer ou de temporiser. Chaque silence est interprété comme une absence de solution, chaque déclaration est scrutée, analysée, critiquée, ce qui crée un environnement où la communication devient un enjeu stratégique majeur. Les premières prises de parole officielles apparaissent, mais elles ne produisent pas l'effet attendu, car une partie de la population les perçoit comme insuffisantes ou déconnectées de la réalité du terrain. Cette perception renforce la méfiance déjà installée, et alimente encore davantage la mobilisation. Dans les rues, les manifestants continuent de suivre l'actualité en temps réel, les téléphones à la main, réagissant instantanément aux annonces, ce qui crée un lien direct entre la parole politique et la réaction populaire. Chaque mot peut déclencher une nouvelle vague de tension ou au contraire ouvrir une possibilité d'apaisement, mais dans ce contexte précis, l'équilibre est extrêmement fragile. En parallèle au sein des institutions, les discussions s'intensifient, des réunions d'urgence se tiennent, des stratégies sont envisagées pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, car il ne s'agit plus seulement de gérer une manifestation mais de contenir une crise qui menace de s'installer durablement. Les décideurs sont confrontés à plusieurs dilemmes: intervenir avec fermeté au risque d'aggraver la situation, ou privilégier le dialogue au risque d'être perçu comme faible. Chaque option comporte des risques, ce qui ralentit parfois la prise de décision. Pendant ce temps, la pression continue de monter, car la rue ne s'arrête pas, elle observe, elle attend, mais elle continue aussi de s'exprimer. Les rassemblements persistent, les slogans évoluent, devenant de plus en plus précis, ciblant directement les attentes envers le pouvoir, ce qui montre que la mobilisation entre dans une phase plus structurée, où les revendications commencent à se clarifier. En observant cette évolution, on constate que la crise prend une dimension politique profonde. Elle ne concerne plus seulement des frustrations ponctuelles mais remet en question la relation entre gouvernants et gouvernés, la confiance, la représentation, la capacité à répondre aux attentes. Tous ces éléments sont désormais au cœur du débat. En parallèle, les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, commencent à se positionner. Certains tentent de proposer des solutions, d'autres critiquent la gestion de la crise, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité. Car le débat public devient encore plus intense, les discours se multiplient, parfois contradictoires, ce qui peut créer de la confusion mais aussi maintenir le sujet au centre de l'attention. Sur les réseaux sociaux, les analyses politiques prennent de l'ampleur, des experts, des journalistes, des citoyens ordinaires partagent leurs points de vue, leurs interprétations, leurs attentes, ce qui transforme la crise en un sujet de discussion nationale. Chacun y allant de son analyse, ce qui renforce la pression sur les autorités, car elles sont désormais confrontées non seulement à la mobilisation physique mais aussi à une mobilisation intellectuelle et médiatique. En parallèle, certains appels au dialogue émergent, venant de figures respectées, de leaders communautaires ou de personnalités publiques, mais leur impact reste limité tant que des actions concrètes ne suivent pas. La population attend des mesures, des décisions, des signes clairs que la situation est prise en compte. Cette attente crée une tension constante, car elle maintient un niveau d'exigence élevé. Au fil des heures, la fatigue commence à apparaître chez certains manifestants, mais elle ne suffit pas à faire retomber la pression, car elle est compensée par la détermination et par l'arrivée de nouveaux participants, ce qui maintient la dynamique. Au final, cette phase représente un tournant décisif pour le Nigeria, car elle marque le moment où la crise devient pleinement politique, où les décisions, prises ou non prises, vont déterminer l'évolution de la situation, soit vers une désescalade progressive si des réponses adaptées sont apportées, soit vers une intensification si le sentiment de frustration continue de croître. Dans ce contexte, chaque choix compte, chaque parole a un impact, et chaque action peut influencer directement la trajectoire d'un mouvement qui, à ce stade, a déjà profondément marqué le pays. Le Nigeria franchit un nouveau cap lorsque la crise dépasse clairement les frontières nationales et s'impose sur la scène internationale, ce qui change profondément la nature des enjeux, car ce qui se joue désormais ne concerne plus uniquement la relation entre la population et les autorités locales, mais aussi l'image du pays à l'extérieur et la manière dont cette crise est perçue par le reste du monde. Les premières images des manifestations, des tensions et des actions symboliques commencent à être reprises par des médias étrangers, amplifiant la visibilité de la situation. En quelques heures, des chaînes d'information, des plateformes internationales et des observateurs extérieurs relaient les événements, ce qui transforme une crise nationale en sujet d'attention globale.
cette médiatisation internationale agit comme un multiplicateur de pression. Car les autorités doivent désormais gérer non seulement la réalité du terrain, mais aussi la perception extérieure. Chaque décision, chaque intervention, chaque déclaration est observée, analysée et parfois critiquée à une échelle beaucoup plus large. En parallèle, des organisations internationales, des analystes et des diplomates commencent à s'exprimer, appelant à la retenue, au dialogue et à la recherche de solutions pacifiques. Ces prises de position, même si elles restent mesurées, renforcent l'idée que la situation est sérieuse et qu'elle nécessite une gestion prudente. Sur le plan économique, les premières inquiétudes apparaissent également, car une instabilité prolongée peut avoir des conséquences directes sur les investissements, sur les marchés et sur la confiance des partenaires internationaux. Certains acteurs économiques commencent à surveiller de près l'évolution de la situation, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la crise, car elle ne concerne plus seulement l'ordre public mais aussi la stabilité économique du pays. En parallèle, sur le terrain, les manifestants prennent progressivement conscience de cette attention internationale, ce qui peut renforcer leur sentiment d'être entendus au-delà des frontières, et donc leur détermination à maintenir la pression. Certains utilisent même cette visibilité comme un levier, en diffusant encore plus d'images, en partageant leur message à un public plus large, ce qui contribue à maintenir la dynamique. Dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle encore plus central, car ils deviennent le principal canal de diffusion entre le terrain et le reste du monde. Chaque vidéo, chaque témoignage peut désormais atteindre une audience globale en quelques minutes, ce qui accélère encore le rythme de la crise. En observant cette évolution, on constate que la situation entre dans une phase où elle ne peut plus être contenue uniquement à l'échelle nationale, elle devient un enjeu diplomatique, médiatique et économique, ce qui complique davantage sa gestion, car les autorités doivent prendre en compte des facteurs multiples, internes et externes, tout en tentant de répondre aux attentes de leur propre population. En parallèle, les analyses se multiplient à l'international. Certains experts comparent la situation à d'autres crises similaires, d'autres tentent d'anticiper les scénarios possibles, ce qui contribue à inscrire le phénomène dans une perspective plus large, celle des dynamiques politiques et sociales contemporaines. Au fil du temps, cette attention internationale peut jouer un rôle déterminant, soit en encourageant une résolution pacifique à travers la pression extérieure, soit en compliquant la situation si elle est perçue comme une ingérence, ce qui dépendra de la manière dont elle est gérée par les différents acteurs. Au final, cette phase montre que la crise au Nigeria a atteint un niveau où elle ne peut plus être considérée comme un événement localisé, elle s'inscrit désormais dans un contexte global, où chaque action a des répercussions au-delà des frontières. Confirmant que dans le monde actuel, aucune crise majeure ne reste isolée, et que la gestion de celle-ci nécessitera non seulement des réponses internes adaptées mais aussi une capacité à naviguer dans un environnement international de plus en plus attentif et réactif.